L'argent a le pouvoir de vous isoler du monde, de créer des murs si épais que la réalité n'est plus qu'un murmure lointain. Pour Marcus Whitfield, ces murs avaient été construits en acier et en verre, dans des salles de réunion et des jets privés, sans jamais avoir à se soucier du prix du loyer. À 68 ans, il dirigeait un empire d'une valeur de 12 milliards de dollars, son nom étant synonyme de pouvoir dans des cercles où le pouvoir était la seule monnaie qui comptait. Mais un jeudi soir pluvieux dans le centre-ville de Portland, ces murs allaient se fissurer comme de la porcelaine fragile, brisée par le plus simple des gestes, et une révélation qui allait bouleverser tout ce qu'il pensait savoir de son propre passé. La tempête avait pris Marcus au dépourvu, ce qui était inhabituel pour un homme dont la vie fonctionnait avec la précision d'une horloge suisse. Son chauffeur s'était fait porter malade et la voiture de remplacement était tombée en panne à seulement 6 pâtés de maison de l'hôtel Méridien, où il assistait à un gala de charité. Debout sous l'abri insuffisant d'un auvent étroit, regardant les trombes d'eau transformer les rues de la ville en rivières tumultueuses, Marcus se retrouva dans la situation inhabituelle d'être bloqué. Son téléphone affichait 17 appels manqués de son assistant. Mais la batterie était à plat et la station de recharge la plus proche aurait tout aussi bien pu se trouver sur Mars. C'est alors qu'il repéra le restaurant. Le Murphy's All Night Grill était coincé entre une laverie automatique et un prêteur sur gage, son enseigne au néon clignotant avec la persistance fatiguée de quelque chose qui avait connu des décennies meilleures. Les vitres étaient embuées par la condensation, et une lumière jaune et chaleureuse s'en échappait comme un phare pour les désespérer et les déplacer. Ce n'était pas le genre d'établissement où Marcus Whitfield aurait normalement mis les pieds, pas dans son costume sur mesure et ses chaussures en cuir italien, pas avec ses mains manucurées et cette autorité tranquille qui venait du fait qu'il n'avait jamais besoin de demander 2 fois la même chose. Mais la pluie était implacable, et la fierté était un luxe qu'il ne pouvait se permettre alors qu'il avait de l'eau jusqu'aux chevilles dans la rue. La cloche au-dessus de la porte annonça son arrivée d'un tintement joyeux qui semblait absurdement optimiste compte tenu des circonstances. Le restaurant était une capsule temporelle des années 1970, avec ses banquettes en vinyle craquelé et ses comptoirs en stratifié, l'air chargé des arômes concurrents du café et de la graisse de bacon. Une poignée d'âmes nocturnes occupait différents coins de la salle, chacune perdue dans son petit drame de survie et de solitude. Marcus choisit une banquette près de la fenêtre, glissant sur le siège en vinyle usé avec les mouvements prudents d'un homme, peu habitué aux surfaces qui ne soient pas en cuir ou en soie. Il était parfaitement conscient de son décalage, sa présence aussi discordante qu'une Rolls-Royce dans une casse automobile. Les autres clients le regardaient avec un mélange de curiosité et de suspicion réservé aux étrangers évidents, leurs yeux inventoriant ses vêtements coûteux et les signes subtils de richesse qu'ils ne pouvaient cacher. Elle s'approcha de sa table avec l'efficacité acquise par quelqu'un qui sert du café et récolte des pourboires depuis qu'il est en âge de travailler. Sarah Mitchell avait 26 ans, mais le poids des responsabilités l'avait vieillie d'une manière qui ne se voyait pas sur son visage, mais qui se manifestait dans la fatigue de ses épaules et la prudence de ses mouvements. Ses cheveux noirs étaient tirés en arrière en une simple queue de cheval, et son uniforme était propre, mais portait les traces révélatrices de longues journées de travail et de multiples lavages. Il y avait cependant quelque chose dans ses yeux, une étincelle d'intelligence et de détermination qui suggérait qu'elle était plus que la somme de ses circonstances. Bonsoir, dit-elle d'une voix empreinte de la chaleur habituelle de la courtoisie professionnelle. C'est une nuit assez désagréable pour se promener dehors. Vous voulez commencer par un café? Marcus acquiesça, étudiant son visage avec le genre d'attention qu'il réservait habituellement aux rapports de trimestriels et aux documents de fusion. Elle avait quelque chose de familier, mais il n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Oui, s'il vous plaît, noir, sans sucre. Elle revint quelques instants plus tard avec une tasse fumante, qu'elle posa avec l'aisance d'une personne habituée à se faufiler dans un restaurant bondé avec des assiettes en équilibre sur les 2 bras. Vous avez bien choisi votre soirée pour vous réfugier ici. La tempête devrait s'aggraver avant de s'améliorer. C'est ce qu'on m'a dit, répondit Marcus, en enroulant ses mains autour de la céramique chaude. Le café était étonnamment bon, riche et fort, sans l'amertume qu'il attendait d'un endroit comme celui-ci. Vous travaillez ici depuis longtemps? 3 ans en décembre, répondit Sarah, son sourire professionnel laissant transparaître une chaleur sincère. J'ai commencé juste après l'université. Ce n'est pas exactement ce que j'avais prévu, mais la vie a tendance à faire ses propres plans, n'est-ce pas? Marcus sentait qu'il y avait une histoire derrière tout ça. Il avait passé des décennies à observer les gens, à apprendre à repérer les récits cachés qui motivaient leurs décisions et façonnaient leurs ambitions. Sarah Mitchell était surqualifiée pour ce poste, cela ne faisait aucun doute. Sa façon de parler, la précision minutieuse de sa grammaire, l'intelligence vive dans son regard, tout cela suggérait une personne qui avait été contrainte de se contenter de moins que ce qu'elle méritait. Qu'avez-vous étudié?
se surprit-il à demander, sans vraiment savoir pourquoi cela l'intéressait. La gestion d'entreprise, avec une spécialisation dans la gestion des organisations à but non lucratif, répondit-elle, le visage s'illuminant légèrement. Je voulais travailler pour des organisations qui font la différence, vous voyez, aider les communautés, peut-être mettre en place des programmes pour les enfants qui n'ont pas eu les mêmes chances que moi quand j'étais petite. Marcus ne manqua pas de remarquer l'ironie de la situation. Voici une femme qui rêvait de changer le monde, servant du café à un homme qui avait le pouvoir de financer des fondations entières avec sa petite monnaie. Mais quelque chose dans son sérieux, la passion sincère dans sa voix lorsqu'elle parlait d'aider les autres, réveilla en lui quelque chose qui était resté en sommeil pendant des années. Qu'est-il advenu de ses projets demanda-t-il. Le sourire de Sarah devint triste. La même chose qui arrive à beaucoup de projets. La réalité s'est invitée sans y être conviée. Ma mère est tombée malade, les factures médicales se sont accumulées, et soudain servir du café rapportait mieux que de courir après des stages non rémunérés dans des organisations à but non lucratif. Parfois, on fait ce qu'on doit faire plutôt que ce qu'on veut faire. La conversation fut interrompue par un coup de tonnerre qui sembla secouer tout le bâtiment. Sarah jeta un coup d'œil vers la fenêtre, où la pluie tombait désormais en trombe, si épaisse qu'il était impossible de voir de l'autre côté de la rue. On dirait que vous allez rester ici un moment, dit-elle. Je peux vous apporter quelque chose à manger. Le pain de viande est plutôt bon, et la tarte aux pommes, elle est maison. Marcus était sur le point de refuser, comme il le faisait habituellement pour tout ce qui s'écartait de son régime alimentaire soigneusement contrôlé, lorsque son téléphone rendit finalement l'âme. L'écran devint noir, coupant sa dernière connexion avec le monde des conférences téléphoniques et des cours de la bourse qui occupaient normalement chaque instant de sa vie. Pour la première fois depuis des décennies, il était vraiment injoignable, existant dans un espace entre son ancienne vie et ce que ce moment était en train de devenir. Le pain de viande me semble très bien, dit-il, se surprenant lui-même. Alors que Sarah retournait en cuisine, Marcus se surprit à observer son environnement au lieu de simplement le supporter. Le restaurant était délabré mais propre, usé mais bien entretenu. Quelqu'un prenait soin de cet endroit, était fier de le faire fonctionner malgré ses limites évidentes. Le café était resservi, sans qu'il ait à le demander, le service était attentionné sans être intrusif, et il y avait un sentiment de communauté entre le personnel et les clients réguliers qu'il n'avait pas rencontrés depuis des années. Lorsque Sarah revint avec son repas, elle posa non seulement l'assiette, mais aussi un petit panier de petits pains qu'il n'avait pas commandé. C'est offert par la maison, dit-elle avec un clin d'œil. Vous avez l'air d'avoir eu une longue journée. Le pain de viande était en effet étonnamment bon. Un vrai plat réconfortant, le genre de repas qui vous rappelle ce que manger était censé être avant de devenir une simple transaction commerciale. Tout en mangeant, Marcus se surprit à observer Sarah travailler, remarquant la façon dont elle se souvenait des préférences de chaque client, comment elle s'occupait d'un homme âgé assis dans le coin avec l'attention bienveillante, de quelqu'un qui comprend que la gentillesse est souvent la chose la plus précieuse que l'on puisse offrir. Vous êtes doué pour ça, lui dit-il lorsqu'elle s'arrêta pour lui resservir du café. Pourquoi? Prendre soin des gens, les mettre à l'aise. Sarah marqua une pause, réfléchissant à ses paroles. Je suppose que je l'ai appris de ma grand-mère. Elle disait toujours que la façon dont on traite les gens lorsqu'ils sont vulnérables en dit long sur qui on est vraiment. Les gens viennent dans des endroits comme celui-ci lorsqu'ils sont fatigués, seuls, peut-être un peu perdus. Le moins que je puisse faire, c'est m'assurer qu'ils se sentent humains pendant qu'ils sont ici. Ces mots touchèrent Marcus avec une force inattendue. À quand remontait la dernière fois où quelqu'un l'avait fait se sentir humain? Ses interactions étaient toutes transactionnelles, ses relations fondées sur des avantages mutuels et des calculs minutieux. Même son travail caritatif, aussi généreux fut-il sur le papier, ressemblait davantage à une stratégie fiscale qu'à une véritable compassion. Votre grand-mère semble avoir été une femme sage, dit-il. Elle l'était, répondit Sarah, le regard s'adoucissant au souvenir. Elle m'a élevé après la mort de mes parents. Elle avait 3 emplois pour nous faire vivre, mais elle trouvait toujours le temps de m'enseigner ce qui était important. Elle disait que l'argent pouvait ouvrir des portes, mais que c'était le caractère qui permettait de les franchir. Comme si leur conversation l'avait convoquée, le téléphone de Sarah vibra sur le comptoir où elle l'avait laissé en charge. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et son visage s'assombrit immédiatement d'inquiétude. Tout va bien? Demanda Marcus. Sarah hésita, puis sembla prendre une décision. C'est ma mère. Elle fait des allers-retours à l'hôpital depuis 6 mois. Elle souffre de complications liées au diabète, mais nous n'avons pas les moyens de lui offrir le traitement dont elle a vraiment besoin. L'assurance couvre les soins de base, mais il y a toujours autre chose, vous voyez. Les spécialistes, les médicaments, le matériel. C'est sans fin. Elle essayait de garder son sang-froid professionnel, mais Marcus pouvait voir la tension dans ses yeux, le poids de la responsabilité qu'aucune personne de 26 ans ne devrait avoir à porter seule.
C'était une histoire qu'il avait entendue maintes fois dans des rapports et des présentations, mais la vivre de première main, voir le visage humain derrière les statistiques, était tout à fait différent. Je suis désolé, dit-il sincèrement. Cela doit être incroyablement difficile. Nous nous débrouillons, répondit Sarah en redressant les épaules, avec une détermination tranquille que Marcus reconnaissait pour l'avoir lui-même éprouvée dans son ascension vers le sommet. Elle est toute la famille qui me reste, alors nous faisons tout ce qu'il faut. La clochette au-dessus de la porte tinta à nouveau, et un nouveau client entra, secouant la pluie de sa veste. Sarah s'excusa pour s'occuper du nouveau venu, mais pas avant d'avoir proposé à Marcus de lui resservir un verre et de lui demander s'il avait besoin d'autre chose. Alors qu'elle s'éloignait, Marcus se surprit à fouiller dans la poche de sa veste, non pas pour chercher son téléphone déchargé, mais son portefeuille. À l'intérieur, parmi les cartes de crédit qu'il utilisait rarement à titre personnel et les cartes de visite de personnes dont il avait oublié les noms, se trouvait quelque chose qu'il transportait depuis des années sans vraiment savoir pourquoi. C'était une photo, vieille et légèrement décolorée, montrant une maison modeste avec une clôture blanche et un petit jardin devant. La maison avait été démolie il y a des décennies pour faire place à un centre commercial, mais il avait gardé la photo en souvenir de quelque chose qu'il ne pouvait pas vraiment nommer. Son assistant l'avait trouvée parmi les papiers de son père après les funérailles et lui avait demandé s'il voulait la garder. Il avait répondu oui sans réfléchir, et depuis, elle se trouvait dans son portefeuille, fragment d'un passé qu'il n'avait jamais pris la peine d'examiner de trop près. À présent, en regardant la photo dans la lumière chaleureuse du restaurant, Marcus sentit quelque chose remuer dans sa mémoire. Quelque chose dans la façon dont Sarah avait parlé de sa grand-mère, du fait d'avoir été élevée par quelqu'un qui cumulait plusieurs emplois et lui avait enseigné le caractère et la gentillesse. Marcus fixait la photo, ses doigts effleurant les bords qui s'étaient adoucis avec le temps. La maison n'avait rien de spécial selon les normes actuelles, une simple structure à 2 étages, avec des volets de bleu et un porche qui avait connu des jours meilleurs. Mais il y avait quelque chose dans le jardin devant, l'arrangement soigné des fleurs, qui parlait de quelqu'un qui était fier des petites choses, qui trouvait de la beauté dans l'ordinaire. Il était tellement absorbé par l'image qu'il ne remarqua pas le retour de Sarah jusqu'à ce qu'elle parle. C'est une belle maison, dit-elle en jetant un coup d'œil à la photo, tout en posant son chèque sur la table. Elle semble avoir beaucoup de caractère. Marcus leva les yeux, surpris par l'intérêt sincère dans sa voix. La plupart des gens dans son milieu avaient appris à ne pas faire de commentaires sur les objets personnels, formés par des années, à naviguer entre les limites prudentes que la richesse érigeait autour de ses propriétaires. Mais la curiosité de Sarah était innocente, sans calcul ni arrière-pensée. Ce n'est qu'une vieille photo, dit-il, mais il ne fit aucun geste pour la ranger. Je ne sais même pas pourquoi je la garde. Sarah pencha la tête, examinant l'image de plus près. Quelque chose passa sur son visage, un moment de reconnaissance qui vint et disparut si rapidement que Marcus faillit le manquer. Faillit. Je peux, demanda-t-elle en désignant la photo. Il la lui tendit, la regardant la tenir à la lumière, son expression devenant de plus en plus intense à chaque seconde qui passait. Elle pâlit et ses mains se mirent à trembler légèrement. Où avez-vous trouvé ça murmura-t-elle, sa voix à peine audible au milieu du bruit ambiant du restaurant. C'était à mon père, répondit Marcus, soudainement alerte. Pourquoi vous le reconnaissez Sarah s'affala dans la banquette en face de lui sans y être invitée, toujours les yeux rivés sur la photo, comme si elle renfermait les secrets de l'univers. C'est impossible, murmura-t-elle, plus à elle-même qu'à lui. Ça ne peut pas être la même maison. Quelle maison insista Marcus en se penchant en avant. De quoi parles-tu Elle leva alors les yeux vers lui, et il vit dans son regard quelque chose qui lui serra la poitrine d'une émotion qu'il ne pouvait nommer. C'était le regard de quelqu'un qui venait de tomber sur un morceau de sa propre histoire dans l'endroit le plus inattendu qui soit. Cette maison, dit Sarah d'une voix plus forte, appartenait à mon arrière-grand-mère, Rose Mitchell, ou plutôt Rose Parker, avant qu'elle n'épouse mon arrière-grand-père. Elle a vécu ici avec sa fille, ma grand-mère Lily, jusqu'à ce que la ville rachète la propriété au début des années 80. Ces mots frappèrent Marcus comme un coup physique. Il avait déjà entendu ce nom, murmuré dans les conversations entre son père et son grand-père lorsqu'il pensait qu'il n'écoutait pas. Rose Parker, la femme qui avait travaillé pour sa famille il y a des décennies, qui avait élevé sa petite fille dans une maison que l'entreprise de son père avait finalement achetée et démolie. Ta grand-mère s'appelait Lily demanda-t-il, la gorge soudainement sèche. Lily Mitchell, oui. Elle me racontait des histoires sur son enfance dans cette maison, sur le jardin que sa mère entretenait, sur les voisins qui étaient devenus comme une famille. Les yeux de Sarah brillaient de larmes contenues. Elle disait que c'était la seule vraie maison qu'elle ait jamais connue, et que la perdre avait brisé quelque chose en sa mère, qui ne s'était jamais réparé.
Marcus sentit le sol se dérober sous ses pieds, l'architecture soigneusement construite de sa compréhension s'effondrer comme du sable. La photo n'était pas simplement un souvenir pris au hasard parmi les papiers de son père. Elle était la preuve de quelque chose de beaucoup plus important, d'un lien qui remontait à des décennies d'histoire soigneusement enfouie. Parlez-moi de votre grand-mère, dit-il doucement. Sarah posa la photo sur la table entre eux, ses doigts effleurant encore ses bords, comme si elle craignait qu'elle ne disparaisse. Lily avait 15 ans lorsqu'ils ont perdu la maison. Sa mère, Rose, travaillait comme femme de ménage pour une famille aisée, essayant d'économiser suffisamment d'argent pour payer les taxes foncières. Mais la ville avait déjà décidé ce qu'elle voulait faire de ce quartier, et les familles individuelles n'avaient pas beaucoup d'importance lorsqu'il y avait des profits à réaliser. Elle fit une pause, s'essuyant les yeux avec le dos de la main. Lily disait que sa mère ne s'était jamais remise de ce déplacement. Elles avaient ensuite déménagé d'appartement en appartement, sans jamais rester assez longtemps au même endroit pour s'y sentir chez elle. Rose était morte quand Lily avait 22 ans, continuant à parler de ce jardin, continuant à pleurer la vie qu'elles avaient été contraintes de laisser derrière elles. Marcus absorba cette information en silence, les pièces d'un puzzle dont il ignorait l'existence s'emboîtant avec une clarté dévastatrice. La société de son grand-père avait participé à de nombreux projets de développement dans les années 80, achetant des propriétés dans des quartiers populaires pour les transformer en espaces commerciaux. C'était une bonne affaire, rentable et parfaitement légale. Mais il n'avait jamais pris en compte le coût humain, les familles déplacées, les communautés dispersées pour faire place au progrès et au profit. La riche famille pour laquelle travaillait votre arrière-grand-mère, dit-il lentement, redoutant la réponse qu'il savait déjà. Tu te souviens de leur nom? Sarah acquiesça, son expression devenant plus complexe. Whitfield. Elle a travaillé pour la famille Whitfield pendant près de 20 ans. Lily m'a dit que Rose parlait souvent de la gentillesse du jeune monsieur Whitfield, qui jouait parfois avec elle lorsqu'elle emmenait Lily travailler avec elle pendant les vacances scolaires. D'après ce que j'ai compris, elle le considérait presque comme son fils. Cette révélation eut l'effet d'une bombe. Marcus se souvenait maintenant des fragments de souvenirs d'enfance qui avaient été enfouis sous des décennies de succès professionnels et d'oubli délibéré. Rose Parker, cette femme douce qui lui préparait ses biscuits préférés et le laissait l'aider à s'occuper des fleurs dans son jardin, lorsque sa mère était trop occupée par ses obligations sociales pour prêter attention à un petit garçon solitaire. Il se souvenait de la tristesse dans ses yeux la dernière fois qu'il l'avait vue, de la façon dont elle l'avait serré dans ses bras pour lui dire au revoir, comme si elle savait que c'était la fin de quelque chose de précieux. Mon père ne m'a jamais dit ce qui lui était arrivé, dit Marcus, la voix rauque à cause d'une émotion qu'il ne s'attendait pas à ressentir. Après qu'elle ait cessé de travailler pour nous, je lui ai demandé où elle était, mais il m'a répondu qu'elle avait trouvé un autre emploi. Je n'étais qu'un enfant, je l'ai cru. Elle n'a jamais trouvé d'autre emploi, dit Sarah doucement. Pas de travail stable, en tout cas. Après avoir perdu la maison, Rose a accepté tous les emplois qu'elle pouvait trouver. Mais elle n'était plus la même. Lily disait que perdre sa maison et sa place dans votre famille la même année avait détruit sa foi en le monde. Elle est morte en croyant que la gentillesse n'était qu'un luxe de plus sur lequel les pauvres ne pouvaient pas compter. Le poids de cette révélation s'abattit sur Marcus comme un fardeau physique. Pendant toutes ces années, il avait conservé la photo de Rose sans en comprendre la signification. Un souvenir d'une femme dont sa famille avait involontairement contribué à détruire la vie. Le récit rassurant qu'il s'était construit au sujet des pratiques commerciales de son père, la séparation nette entre les relations personnelles et les décisions professionnelles, s'effondra face au témoignage discret de Sarah. Je suis désolé, dit-il, les mots lui semblant insuffisants mais nécessaires. Je n'en avais aucune idée. Sarah scruta son visage, cherchant quelque chose qu'elle trouva apparemment, car son expression s'adoucit légèrement. Tu n'étais qu'un enfant. Tu ne pouvais pas savoir ce que les adultes avaient prévu. Mais j'aurais pu poser des questions en grandissant, répondit Marcus. J'aurais pu me renseigner sur ce qui était arrivé aux personnes déplacées par nos projets immobiliers. J'ai choisi de ne pas savoir, car savoir aurait été gênant. Ils restèrent assis en silence pendant plusieurs minutes, la photo posée entre eux comme un pont entre des décennies de séparation et d'incompréhension. La tempête dehors avait enfin commencé à s'apaiser, mais aucun d'eux ne semblait s'en apercevoir. Lily ne t'a jamais blâmé personnellement, finit par dire Sarah. Elle comprenait que les affaires sont les affaires, que les familles comme la tienne évoluent dans un monde différent de celui des familles comme la nôtre. Mais elle n'a jamais oublié les histoires de Rose à propos du petit garçon qui aidait au jardinage, qui posait des questions réfléchies et semblait sincèrement intéressé par sa vie. Elle disait que Rose avait toujours espéré que tu deviendrais différent des autres hommes riches qu'elle avait connus. L'ironie était presque insupportable. Marcus avait passé sa vie d'adulte à devenir exactement ce que Rose avait espéré qu'il ne deviendrait pas.
un homme tellement isolé par la richesse et le pouvoir qu'il avait perdu tout contact avec les conséquences humaines de ses décisions. Le petit garçon qui s'intéressait aux fleurs et posait des questions réfléchies avait été systématiquement éduqué pour disparaître, remplacé par quelqu'un qui privilégiait l'efficacité à l'empathie et le profit aux personnes. Qu'est-il arrivé à Lily demanda-t-il. Elle a épousé mon grand-père à 25 ans et a eu ma mère quelques années plus tard. Elle a travaillé comme couturière pendant la majeure partie de sa vie, acceptant des retouches et des réparations pour aider à joindre les deux bouts. C'était une grand-mère merveilleuse, pleine d'histoire et de sagesse, mais il y avait toujours en elle une tristesse qui, je pense, venait du fait qu'elle avait perdu tant de choses si jeune. La voix de Sarah se fit plus chaleureuse lorsqu'elle parla de sa grand-mère. Elle m'a appris à cuisiner, à coudre, à voir la valeur des petites attentions. Elle disait que la richesse peut vous donner le choix, mais que c'est votre caractère qui détermine ce que vous faites. Je pense qu'elle aurait été surprise de vous trouver ici ce soir, dans un endroit comme celui-ci, en train de parler à quelqu'un comme moi. Quelqu'un comme vous? Une femme de la classe ouvrière, avec des problèmes que vous pourriez résoudre avec quelques pièces de monnaie, mais que vous ne résoudrez probablement pas parce que ce n'est pas ainsi que fonctionne le monde. Ces mots étaient prononcés sans amertume, juste une acceptation factuelle de la réalité sociale qui les rendait encore plus percutants. Elle avait raison, bien sûr. Dans sa vie normale, Marcus aurait fini son café, payé son addition et oublié Sarah Mitchell en moins d'une semaine. Ses difficultés à payer les frais médicaux de sa mère lui seraient de rester invisibles, une simple statistique parmi d'autres dans les rapports qu'il aurait pu parcourir lors des réunions du conseil d'administration. Mais ce soir-là, c'était différent. Ce soir-là, avec la photo de Rose posée entre eux et le poids des conséquences générationnelles qui pesaient sur ses épaules, les règles habituelles semblaient suspendues. Parlez-moi de l'état de santé de votre mère, dit-il. Sarah eut l'air surprise par cette demande. Pourquoi? Parce que je veux comprendre. Parce qu'il est peut-être temps que je commence à poser les questions que j'aurais dû poser depuis longtemps. Elle hésita, puis sembla prendre une décision. Un diabète de type 2 qui a évolué vers une maladie rénale. Elle a besoin d'une dialyse 3 fois par semaine, mais les traitements sont épuisants et coûteux. Le médecin dit qu'elle aura besoin d'une greffe à terme, mais la liste d'attente est longue et les coûts astronomiques. Même avec l'assurance, nous croulons sous les dettes médicales. Combien? Est-ce important? C'est plus que ce que je peux supporter avec mon salaire de serveuse, et c'est tout ce qui compte. Marcus sortit un stylo et écrivit un chiffre sur une serviette, qu'il fit glisser sur la table. Sarah baissa les yeux et écarquilla les yeux. C'est ce que j'ai dépensé en vin au dîner ce soir, dit-il doucement, avant d'être surpris par la pluie et de me retrouver ici. Une bouteille de vin, partagée avec des gens que je connais à peine, lors d'un gala de charité où nous avons dépensé plus en fleurs que la plupart des familles en un an. Sarah fixait la serviette, les mains tremblantes. Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire. J'essaie de vous dire que la distance entre votre monde et le mien n'est pas aussi grande que nous le prétendons. J'essaie de vous dire que l'arrière-petite-fille de Rose Parker ne devrait pas avoir à choisir entre ses études et les soins médicaux de sa mère, parce qu'un système qui profite à des gens comme moi a laissé tomber des gens comme vous. La conversation fut interrompue par un autre client qui appelait Sarah. Elle s'excusa, emportant la photo avec elle, mais laissant la serviette sur la table. Marcus l'observa travailler, remarquant son attitude malgré le poids émotionnel de leur conversation, son professionnalisme qui ne faiblissait jamais, même lorsque son monde personnel était en train de basculer. Lorsque Sarah revint à sa table 20 minutes plus tard, Marcus fixait toujours la serviette, son esprit parcourant toutes les possibilités et les calculs qui n'avaient rien à voir avec les marges bénéficiaires ou les projections trimestrielles. La photo était posée à côté de sa tasse de café vide, et il se surprit à la regarder d'un œil nouveau, voyant non seulement une maison, mais aussi une vie bouleversée, une famille dispersée par des décisions prises dans des salles de réunion loin des conséquences. J'ai réfléchi, dit-il alors que Sarah s'approchait avec la cafetière. Cela semble dangereux, répondit-elle, essayant de rester légère malgré le courant émotionnel qui s'était installé entre eux. À propos de ce que tu as dit tout à l'heure, à propos de faire ce que tu dois faire plutôt que ce que tu veux faire. Marcus fit un geste vers le restaurant vide autour d'eux. Tu voulais travailler dans la gestion d'organisations à but non lucratif, aider les communautés et diriger des programmes pour les enfants. Que faudrait-il pour que cela se réalise à nouveau? Sarah remplit sa tasse machinalement, ses gestes précis malgré sa distraction évidente. Ce n'est pas si simple. Je ne peux pas simplement renoncer à un revenu stable, pas avec l'état de santé de maman. Même si je trouvais un poste suffisamment rémunérateur, ce qui est peu probable, je devrais reprendre mes études, obtenir des certifications supplémentaires, me constituer un réseau dans un domaine que j'ai quitté il y a 3 ans. Et si ces obstacles n'étaient pas plus des obstacles? Elle posa la cafetière avec plus de force que nécessaire. Écoute, j'apprécie ce que c'est, cette conversation,
ce moment de connexion autour d'une vieille photo, mais j'ai appris à ne pas croire aux contes de fées. Les hommes riches ne résolvent pas les problèmes des femmes pauvres par pure bonté d'âme, pas dans le monde réel. Ces paroles le blessèrent, car elles contenaient plus de vérité que Marcus ne voulait l'admettre. Combien de fois avait-il fait de grands gestes lors d'événements, signé des chèques de charité qui lui valaient des déductions fiscales et une reconnaissance sociale, pour ensuite oublier ses causes dès qu'il avait franchi la porte? Combien de fois avait-il confondu transaction et transformation, croyant que l'argent seul pouvait remplacer une attention sincère et un engagement durable? Tu as raison d'être sceptique, dit-il. Pour être honnête, mon bilan en matière d'action significative n'est pas brillant. Je signe des chèques, j'assiste à des galas, et je me dis que je fais bouger les choses. Mais en réalité, je ne m'engage pas auprès des personnes que je suis censé aider. Alors pourquoi cela serait-il différent? Marcus regarda à nouveau la photo, la petite maison où Rose Parker avait élevé sa fille avec amour et des ressources limitées, où un petit garçon avait appris des leçons de gentillesse qu'il avait en quelque sorte oubliées en chemin. Parce que ce n'est pas de la charité, c'est de la responsabilité. Sarah fronça les sourcils. Je ne comprends pas. Ma famille a profité du déplacement de votre famille. Pas directement, pas intentionnellement, mais nous faisions partie d'un système qui privilégiait le développement au détriment de la communauté, le profit au détriment des personnes. Votre arrière-grand-mère a perdu sa maison et ses moyens de subsistance dans des transactions qui ont enrichi mon grand-père. Ce n'est pas de l'histoire ancienne, c'est une dette qui s'accumule au fil des générations. Il sortit son téléphone, se rendit compte qu'il était toujours déchargé et demanda à emprunter celui de Sarah. Elle hésita, puis le lui tendit, le regardant faire défiler ses contacts et passer un appel malgré l'heure tardive. Margaret, c'est Marcus Whitfield. Je sais quelle heure il est, mais j'ai besoin que vous organisiez une réunion dès lundi matin avec le directeur de notre fondation familiale. Il fit une pause, à l'écoute. Non, ce n'est pas à propos d'un don. Il s'agit de restructurer nos priorités en matière d'investissement communautaire. Et Margaret, commencez à rechercher des programmes de gestion à but non lucratif à Portland. J'ai besoin d'une liste complète d'ici demain après-midi. Il rendit le téléphone à Sarah, dont l'expression était passée du scepticisme à quelque chose qui s'apparentait à de l'inquiétude. Que faites-vous? Quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. Quelque chose que Rose Parker aurait voulu que je fasse si elle avait vécu assez longtemps pour voir l'homme que je suis devenu. Marcus redressa les épaules, animé d'un sentiment de détermination qu'il n'avait pas éprouvé depuis des décennies. Je vais créer un programme spécialement conçu pour aider les gens comme vous, des gens qui ont l'éducation et la passion nécessaires pour changer les choses, mais qui ont été contraints de se battre pour survivre en raison de circonstances indépendantes de leur volonté. Vous ne pouvez pas décider de changer la vie de quelqu'un autour d'un café dans un restaurant, protesta Sarah, bien que sa voix manquât de conviction. Pourquoi pas? J'ai pris des décisions qui ont affecté des milliers de vies depuis des salles de réunion et des terrains de golf. Au moins, celle-ci est fondée sur un contact humain réel. Marcus se pencha en avant, la voix plus intense. Voici ce que je propose. Nous créons un programme de bourse par l'intermédiaire de la Fondation Whitfield. Remplacement intégral du salaire pour les personnes qui passent d'un emploi dans le secteur des services à un emploi dans le secteur à but non lucratif, plus un soutien éducatif, un mentorat et un financement de démarrage pour des projets communautaires. Vous seriez notre première boursière. Sarah le regarda comme s'il lui avait proposé de s'envoler ensemble vers la Lune. C'est fou. Vous ne me connaissez même pas. Pour autant que vous le sachiez, je pourrais être nul dans le secteur à but non lucratif. Je pourrais prendre votre argent et disparaître. Je pourrais mentir sur tout. Est-ce que tu mens? Non, mais là n'est pas la question. La question, c'est que tu prends des décisions qui vont changer ma vie sur la base d'une photo et d'une conversation avec une inconnue. Marcus réfléchit à cela, reconnaissant la vérité dans ses paroles, tout en ressentant quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des années, la certitude absolue qu'il allait enfin dans la bonne direction. C'est peut-être exactement ce qui manquait à mon processus décisionnel. Je me suis peut-être tellement concentré sur les données et les projections que j'ai oublié comment faire confiance à mon instinct concernant les gens. La clochette au-dessus de la porte tinta, et un policier entra, secouant la pluie de sa veste. Il s'approcha de leur table avec l'assurance décontractée de quelqu'un habitué à être accueilli dans ce genre d'établissement. Bonsoir Sarah, comment va votre mère? Mieux aujourd'hui, merci de vous en inquiéter, agent Martinez. Un café. Juste une tasse à emporter. La journée a été longue. Il jeta un regard à Marcus avec l'air inquisiteur que les agents des forces de l'ordre acquièrent après des années passées à analyser les situations et les gens. Tout va bien ici? Tout va bien, répondit rapidement Sarah. Juste un client qui attend que l'orage passe. L'agent Martinez acquiesça, mais continua à observer Marcus avec un intérêt professionnel.
Je ne vous ai jamais vu ici auparavant. C'est la première fois, répondit Marcus d'un ton neutre. La nourriture est excellente. Sarah était la meilleure serveuse de la ville, dit Martinez avec une sincérité chaleureuse. Elle s'occupe de tous ceux qui franchissent de cette porte, peu importe leur apparence ou leur situation financière. Ce quartier a de la chance de la voir. Après le départ de l'agent avec son café, Sarah se tourna vers Marcus avec un sourire ironique. Vous voyez, c'est ma vie. Tout le monde connaît tout le monde, et tout le monde veille les uns sur les autres. Ce n'est pas glamour, mais c'est réel. Cela ressemble exactement au type de lien communautaire que le travail à but non lucratif est censé favoriser, observa Marcus. Peut-être, mais il y a une différence entre faire partie d'une communauté et essayer de la réparer de l'extérieur. Sarah commença à débarrasser la table autour de lui avec des gestes efficaces, mais sans dédain. Les habitants de quartiers comme celui-ci ont vu défiler de nombreux programmes bien intentionnés qui promettent tout et ne donnent rien. Ils ont appris à se méfier des étrangers qui débarquent avec des solutions à des problèmes qu'ils ne comprennent pas vraiment. Ces paroles ont forcé Marcus à affronter une vérité dérangeante concernant ses efforts philanthropiques. Combien de ces initiatives caritatives avaient été conçues dans des salles de conférence par des personnes qui n'avaient jamais mis les pieds dans les communautés qu'elles prétendaient servir? Combien de programmes avaient été lancés en grande pompe pour ensuite disparaître lorsque l'enthousiasme initial s'était estompé? Que dirait et ferait quelqu'un qui sait ce dont ces communautés ont réellement besoin? Sarah interrompit son nettoyage et scruta son visage, comme si elle essayait de déterminer si son intérêt était sincère ou s'il s'agissait simplement d'une autre forme de gestion de la culpabilité des riches. Vous voulez vraiment savoir? Je veux vraiment savoir. Elle se rassit en face de lui, l'air plus sérieux. Le plus gros problème n'est pas l'argent, même si l'argent aide. Le plus gros problème est que la plupart des programmes d'aide traitent les symptômes plutôt que les causes. Ils distribuent de la nourriture au lieu de s'attaquer aux raisons pour lesquelles les gens n'ont pas les moyens d'acheter des produits alimentaires. Ils fournissent des logements temporaires sans s'attaquer aux systèmes qui rendent le logement inabordable. Ils proposent des formations professionnelles sans créer de passerelles vers des emplois qui permettent de gagner un salaire décent. Marcus se surprit à prendre des notes mentales, son esprit d'homme d'affaires s'intéressant à la complexité des problèmes systémiques d'une manière qu'il n'avait jamais appliquée aux questions sociales. Alors, qu'est-ce qui permettrait de s'attaquer aux causes plutôt qu'aux symptômes? Un investissement à long terme dans les personnes et les communautés. Pas seulement un financement, mais un partenariat. Des programmes conçus avec la participation de la communauté et non imposés de l'extérieur. Un développement du leadership qui vient de l'intérieur des quartiers et non des salles de réunion. La voix de Sarah s'est animée à mesure qu'elle parlait, révélant la profondeur de sa réflexion sur ces questions. Et un suivi, un engagement réel et durable qui dure plus longtemps qu'un cycle d'actualité ou une année fiscale. Cela semble être exactement le genre de travail que tu devrais faire au lieu de servir du café. Peut-être, mais vouloir faire quelque chose et être capable de le faire sont deux choses différentes. J'ai des responsabilités, des obligations. Je ne peux pas simplement abandonner ma mère pour poursuivre des rêves irréalistes. Marcus sortit son portefeuille et en retira une carte de visite, sur laquelle il écrivit quelque chose au dos avant de la faire glisser sur la table. C'est mon numéro de portable personnel. Quand tu rentreras chez toi ce soir, appelle-moi. Pas pour accepter quoi que ce soit, juste pour discuter. Je veux en savoir plus sur tes idées, et je veux que tu en saches plus sur ce qui pourrait être possible. Sarah prit la carte, ses doigts traçant le logo en relief de Whitfield Industries. C'est vraiment ton numéro? Tout à fait. Et Sarah, le programme que je t'ai décrit n'est plus seulement une idée. Je vais le mettre en œuvre, que tu y participes ou non. Mais je préfère le construire avec quelqu'un qui comprend le travail de l'intérieur plutôt que d'essayer de le concevoir depuis ma tour d'ivoire. La tempête à l'extérieur avait enfin commencé à s'apaiser, le martèlement de la pluie sur le toit du restaurant s'atténuant progressivement pour devenir un léger crépitement. À travers les vitres embuées, Marcus pouvait voir les premières lueurs de l'aube commencer à éclairer le ciel à l'est. Il était resté dans cet endroit pendant des heures, plus longtemps qu'il n'avait passé dans aucun autre endroit en dehors de son bureau ou de sa maison. Depuis des années. Je devrais y aller, dit-il, même s'il se sentait étrangement réticent à partir. Mon assistant va paniquer si je ne lui donne pas bientôt de nouvelles. Bien sûr. Sarah se leva également, redevenant soudainement formelle. Merci pour cette conversation. C'était inattendu. Marcus laissa de l'argent sur la table, bien plus que le prix de son repas et de son café, mais pas autant que cela puisse être considéré comme une insulte ou un geste de pitié. Alors qu'il atteignait la porte, il se retourna et vit que Sarah le regardait toujours, la photo et la carte de visite à la main. Sarah? Ce petit garçon que votre arrière-grand-mère connaissait, celui qui aidait au jardin. Il est toujours là quelque part,
dit Marcus en touchant sa poitrine. Je l'avais oublié, mais lui se souvient d'elle, il se souvient de sa gentillesse. Dehors, la ville commençait à se réveiller. Les éboueurs nettoyaient les caniveaux, balayant les débris laissés par la tempête. Les premiers navetteurs sortaient-ils des immeubles, se précipitant vers les arrêts de bus et les entrées de métro. Le monde reprenait son rythme normal, mais Marcus se sentait profondément changé par les heures passées dans le restaurant. Son téléphone avait suffisamment de batterie pour passer un bref appel à son chauffeur, qui arriva en quelques minutes, l'air à la fois soulagé et professionnellement inquiet de l'apparence débraillée de son employeur. Alors que la voiture s'éloignait du Murphy's All Night Grill, Marcus se surprit à regarder en arrière le modeste bâtiment avec son enseigne néon clignotante et ses vitres embuées. Une nuit difficile, monsieur demanda le chauffeur. Non, répondit Marcus, en s'installant confortablement dans les sièges en cuir. Je pense que c'était peut-être la meilleure nuit que j'ai passée depuis des années. La photo de la maison de Rose Parker était posée sur ses genoux, et il l'étudia une fois de plus tandis que la silhouette du centre-ville de Portland apparaissait à l'horizon. Quelque part dans cette ville, Sarah Mitchell terminait son service, se demandant probablement si leur rencontre avait été réelle, ou simplement un fantasme élaboré, provoqué par l'épuisement et la vulnérabilité émotionnelle. Dans quelques heures, elle rentrerait chez elle pour prendre des nouvelles de sa mère, afin de poursuivre la routine quotidienne de survie et de soins qui définissait son existence. Mais Marcus était déjà en train d'élaborer des plans, de vrais plans avec des budgets, des calendriers et des mesures de responsabilité. Des plans qui honoreraient la mémoire de Rose Parker et donneraient à son arrière-petite-fille la chance de construire le genre de vie dont elle rêvait avant que les circonstances ne la forcent à se battre pour survivre. Le petit garçon qui avait aidé à s'occuper des fleurs dans un jardin il y a des décennies était enfin prêt à planter ses propres graines. Le lundi matin, l'univers habituel de Marcus Whitfield, fait de réunions programmées et de décisions calculées, lui semblait être une langue étrangère qu'il essayait de se rappeler. Son assistante Margaret était arrivée à 7 heures pile, les bras chargés de dossiers et le visage empreint d'un mélange de curiosité et d'inquiétude, à peine dissimulé face à la transformation soudaine de son employeur pendant le week-end. La réunion de la fondation est prévue à 9 heures, dit-elle en posant une tasse de son mélange éthiopien habituel sur le bureau en acajou. J'ai également compilé la liste des programmes de gestion à but non lucratif que vous avez demandé. L'Université d'État de Portland propose un excellent programme de certificat et il existe une option de master au Lewis and Clark College. Marcus acquiesça distraitement, son attention concentrée sur la photo qui occupait désormais une place d'honneur à côté de l'écran de son ordinateur. Sous la lumière crue des néons de son bureau, la maison de Rose Parker semblait encore plus modeste, plus vulnérable. Le jardin qui lui avait semblé si soigneusement entretenu dans ses souvenirs d'enfance paraissait petit et simple, le genre de projet qui nécessitait plus d'amour que d'argent pour être entretenu. Mhm. Eh bien, les documents relatifs à la fusion de Patterson Industries doivent être examinés avant l'appel de 10h30. Reportez-le, dit Marcus sans lever les yeux de son écran d'ordinateur, où il faisait des recherches sur les coûts du traitement du diabète et l'emplacement des centres de dialyse. En fait, libérez mon agenda pour le reste de la semaine. J'ai des choses plus importantes à faire. Margaret haussa les sourcils jusqu'à la racine des cheveux. En 15 ans au service de Marcus Whitfield, elle ne l'avait jamais entendu décrire quoi que ce soit comme plus important qu'une fusion de plusieurs milliards de dollars. Vous vous sentez bien, monsieur Whitfield? Je me sens éveillé pour la première fois depuis des décennies, répondit-il en levant enfin les yeux vers elle. Margaret, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Je veux que vous fassiez des recherches sur tous les projets de développement réalisés par l'entreprise de mon grand-père entre 1978 et 1985. Plus précisément, je veux en savoir plus sur les propriétés résidentielles qui ont été achetées et démolies, et sur les familles qui ont été déplacées. Cela remonte à très longtemps, monsieur. Beaucoup de ces documents pourraient être difficiles à trouver. Alors engagez quelqu'un qui est spécialisé dans la recherche de documents difficiles à trouver. Ne lésinez pas sur les moyens. Marcus se leva et se dirigea vers les baies vitrées, qui offraient une vue panoramique sur les toits de Portland. Quelque part là-bas, Sarah commençait probablement son service du matin au restaurant, servant du café aux camionneurs et aux travailleurs de nuit qui terminaient leur journée alors que le quartier des affaires de la ville commençait la sienne. Est-ce lié à une affaire juridique demanda Margaret avec prudence. Cela concerne le fait de faire ce qui est juste, répondit Marcus, quelque chose que j'aurais dû commencer à faire il y a longtemps. La réunion de la fondation s'avéra être exactement le genre d'exercice bureaucratique que Marcus avait appris à détester au fil des ans. 5 cadres bien habillés étaient assis autour d'une table de conférence polie, discutant de dons caritatifs comme s'il s'agissait d'une partie d'échecs, où les pièces étaient des déductions fiscales et des opportunités de relations publiques.
Leur langage était truffé d'expressions telles que philanthropie stratégique et indicateur d'impact mesurable, mais aucun d'entre eux ne semblait particulièrement intéressé par les êtres humains que leur programme était censé aider. L'initiative en matière d'éducation a été couronnée de succès, a déclaré Janet Morse, directrice de la Fondation. Nous avons accordé des bourses à plus de 200 étudiants au cours du dernier exercice financier. Définissez le mot réussite, a demandé Marcus, interrompant sa présentation préparée. Janet a semblé perplexe. Eh bien, nous avons atteint tous nos objectifs en matière de distribution des fonds et maintenu d'excellentes relations avec nos institutions partenaires. Combien de ces boursiers ont réellement obtenu leur diplôme? Combien ont trouvé un emploi dans leur domaine d'études? Combien vivent encore dans les communautés que nous prétendons soutenir? Le silence s'est abattu sur la salle. Il était évident que ce n'étaient pas des questions que la Fondation posait habituellement, et encore moins auxquelles elle répondait. Monsieur Whitfield, a dit Janet avec prudence, nous nous concentrons sur les indicateurs d'entrée plutôt que sur les résultats à long terme. Suivre individuellement les bénéficiaires sur de longues périodes serait extrêmement coûteux et complexe sur le plan administratif. Alors nous n'aidons personne, a déclaré Marcus d'un ton neutre. Nous nous contentons de nous donner bonne conscience face aux inégalités de richesse en jetant de l'argent sur les symptômes au lieu de nous attaquer aux causes. Il s'est levé, mettant brusquement fin à la réunion. Je veux un examen complet de tous les programmes que nous finançons actuellement. Pas seulement des rapports financiers, mais des évaluations d'impact réel. Je veux savoir qui nous avons aidés et comment nous les avons aidés. Et je veux savoir qui nous avons laissé tomber. Monsieur, une évaluation aussi complète prendrait des mois et coûterait une somme considérable. Protesta un autre membre du conseil d'administration. Tant mieux, nous saurons alors que nous prenons enfin cette question au sérieux. Après le départ des employés de la fondation, qui semblaient sous le choc et légèrement vexés, Margaret resta en arrière avec son bloc-notes, toujours présent. Dois-je programmer des réunions de suivi avec les directeurs de programme demanda-t-elle. Non, je veux que vous programmiez tout autre chose. Marcus sortit la serviette du restaurant, maintenant soigneusement conservée dans une pochette transparente. Je veux rencontrer Sarah Mitchell, pas dans une salle de conférence stérile, mais dans un endroit où elle se sentira à l'aise. Un endroit où nous pourrons avoir une vraie conversation sur ce que signifie réellement l'investissement communautaire. La serveuse du restaurant? Marcus eut l'air surpris. Comment avez-vous su cela? L'expression de Margaret s'adoucit légèrement. Monsieur, vous transportez une photo d'une maison depuis 3 jours, vous avez révolutionné notre stratégie de don caritatif du jour au lendemain, et vous êtes venu travailler lundi matin avec de la farine sur la manche de votre veste. Il ne faut pas être détective pour comprendre qu'il s'est passé quelque chose d'important pendant le week-end. De la farine? Provenant des petits pains, j'imagine, le genre de ceux qu'on sert dans les établissements populaires. Marcus rit, ce qui était si rare dans son bureau que Margaret en fut surpris. Vous êtes gâchée en tant qu'assistante, Margaret. Vous auriez dû être détective privée. Je préfère mon poste actuel, merci. Il est moins dangereux et les horaires sont plus prévisibles. Elle marqua une pause, étudiant son visage. Mais je dois admettre que vous semblez différent, plus engagé. Cela fait longtemps que je ne vous ai pas vu aussi enthousiaste à propos d'un projet. Cela fait longtemps que je n'ai pas eu de projet qui vaille la peine d'être enthousiasmant. Ce soir-là, Marcus se retrouva à faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années, conduire sa propre voiture. Pas la Bentley ni la Tesla, mais une berline banale qu'il gardait pour les occasions où l'anonymat était plus important que le statut social. Il se gara en face du Murphy's All Night Grill et s'assit pour regarder à travers les vitres. Sarah se déplaçait efficacement entre les tables, ses mouvements aussi gracieux et déterminés que dans ses souvenirs. Le restaurant semblait différent dans la lumière du début de soirée, moins désespéré, plus accueillant. L'enseigne au néon avait été réparée et quelqu'un avait planté de petites fleurs dans les jardinières qui flanquaient l'entrée. C'était toujours clairement un établissement populaire, mais c'était un établissement populaire dont quelqu'un se souciait, qui servait une communauté plutôt que de simplement en tirer profit. Le téléphone de Marcus vibra, signalant l'arrivée d'un SMS. Il provenait de Sarah, envoyé au numéro qu'il lui avait donné. Je repense encore à notre conversation. Es-tu sérieux au sujet du programme de bourse? Ou était-ce simplement la culpabilité d'un homme riche qui parlait? Il répondit rapidement. Tout à fait sérieux. Pouvons-nous nous rencontrer pour discuter des détails? Je suis actuellement garé devant ton restaurant. Quelques minutes plus tard, Sarah sortit du restaurant et regarda autour d'elle jusqu'à ce qu'elle aperçoive sa voiture. Elle s'approcha avec la prudence de quelqu'un qui a appris à ne pas se fier à la chance, mais qui est suffisamment curieux pour vouloir en savoir plus. Tu es vraiment là, dit-elle lorsqu'il baissa la vitre. Je t'avais dit que j'étais sérieux. Les hommes riches me disent beaucoup de choses. En général, ils ne les font pas.
Sarah croisa les bras, mais son expression était plus réfléchie que défensive. Mon manager dit que je peux prendre une pause de 15 minutes. Il y a un café au coin de la rue qui est plus calme que le restaurant. Montrez-moi le chemin. Le café était une chaîne locale, le genre d'endroit qui servait des grains issus du commerce équitable et exposait des œuvres d'art locales sur des murs en briques apparentes. Ils trouvèrent une table dans un coin, loin des autres clients, qui étaient pour la plupart des étudiants avec leurs ordinateurs portables et des étudiants de troisième cycle en train de corriger des copies. J'ai réfléchi à ce que vous avez dit, commença Sarah sans préambule. À propos de s'attaquer aux causes plutôt qu'aux symptômes, à propos de l'investissement à long terme dans les communautés. Et et je pense que tu es naïf. Elle leva la main avant qu'il ne puisse répondre. Pas en matière d'affaires, évidemment, mais sur la façon dont le changement se produit réellement, dans des endroits comme mon quartier. Tu ne peux pas simplement décider de résoudre la pauvreté depuis une salle de réunion, quelles que soient tes bonnes intentions. Marcus se cala dans sa chaise, reconnaissant le défi dans sa voix. Dis-moi pourquoi je suis naïf. Parce que vous pensez que l'argent résout tout. Parce que vous pensez qu'un programme de bourse et un financement de démarrage suffiront à effacer des décennies d'inégalités systémiques. Parce que vous pensez qu'une conversation avec une serveuse fait de vous un expert en développement communautaire. Marcus sourit, un sourire sincère qui illumina ses yeux pour la première fois depuis des années. Vous avez tout à fait raison. Je suis naïf. Mais c'est peut-être exactement ce dont j'ai besoin en ce moment. Il sortit une dernière fois la photo de Rose Parker et la posa délicatement sur la table entre eux. Il ne s'agit pas pour moi de résoudre quoi que ce soit, Sarah. Il s'agit pour moi d'apprendre enfin à écouter. Votre arrière-grand-mère a enseigné à un petit garçon solitaire que les jardins poussent avec de la patience, pas seulement avec de l'argent. Il est peut-être temps que je me souvienne de cette leçon. 6 mois plus tard, la première promotion des Whitfield Community Fellows a commencé son travail à Portland. Sarah Mitchell dirigeait le programme depuis un centre communautaire rénové, qui avait autrefois été condamné à la démolition, sa mère étant en bonne santé était épanouie après avoir reçu les soins médicaux qu'elle méritait. La photo de la maison de Rose Parker était accrochée dans le bureau de Sarah, non pas comme un rappel de la perte, mais comme la preuve que parfois, les liens les plus importants se nouent dans les endroits les plus inattendus. Marcus avait appris que la véritable richesse ne se mesure pas en dollars, mais en vie que l'on choisit d'améliorer en cours de route.